Chers téléspectateurs de R7, bonjour et bienvenue à notre chronique de ce jour. Je suis Didier Mouini Ivolo, celui qui, sur R7, vous présente la chronique qui s'intéresse, comme toujours, à l'actualité de notre pays, le Congo-Brazzaville, mais aussi à l'actualité de la sous-région et l'actualité du monde, dès lors qu'il y a des sujets à analyser et à partager avec vous. Pour la chronique de ce jour, je voudrais échanger avec vous autour de deux sujets qui sont des sujets préoccupants. Le premier, c'est l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon et qui crée une effervescence dans notre pays. Donc, si tout se passe bien, si le calendrier est respecté, l'élection présidentielle est prévue pour mars 2026. Et puis le deuxième sujet, faire une petite analyse sur l'accord de résolution du conflit à l'est de la RDC qu'on a vu signé en grande pompe par le président américain Donald Trump en présence des deux ministres des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères de la RDC et la ministre des Affaires étrangères de la RDC et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Donc, je voudrais partager avec vous des analyses sur ces deux sujets qui sont vraiment très importants. Concernant le premier sujet, évidemment, comme le veut la tradition démocratique, tous les 5 ans au Congo-Brazzaville, les responsables politiques, les Congolais, sont tous invités à participer à l'élection présidentielle. Et depuis quelques mois, on voit une grande effervescence dans toute la République, dans tout le pays, mais aussi parmi la diaspora, des Congolais qui sont entrés en action pour aller vers l'élection présidentielle. On entend les débats de toutes parts, même ceux qui réclament, si je ne me trompe pas, comment on appelle, la primaire pour l'opposition, que les responsables politiques de l'opposition participent à une primaire pour désigner un candidat unique. Mais revenons même à cette idée d'aller vers une élection présidentielle. Alors, quand vous regardez l'actualité, aussi bien sur Télé Congo et surtout sur la toile, vous avez l'impression qu'en 2026, il y a des forces politiques qui peuvent rivaliser avec le PCT et son challenger, Denis Sassou Nguesso, et, si possible, gagner le pouvoir. Mais je voudrais quand même rappeler aux populations congolaises la nature du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Tous les analystes politiques vous parlent de la médiocratie, vous parlent de la démocrature, vous parlent de gang. Moi-même, j'ai mis sur la table le qualificatif de gang pour comprendre le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, où je disais aux Congolais que nous n'avons pas au Congo-Brazzaville une dictature, parce que même la dictature ne se comporte pas comme ça. Vous pouvez prendre ces pays à travers le monde qu'on qualifie parfois injustement de dictature pour dire que c'est mauvais, alors que dans ces pays-là, les gens vivent très 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 bien. Moi, je vous prends l'exemple d'un pays que j'ai un peu connu. Les Occidentaux ont tendance à critiquer la Chine en disant que la Chine n'est pas une démocratie, mais les Chinois vous répondent que dans leur parcours historique et culturel, dans leur parcours politique, la démocratie n'a jamais été une fin en soi. Ce n'est pas un objectif à atteindre. Pour le gouvernement chinois, et le gouvernement chinois a raison, leur objectif, c'est le bien-être de leur population. Est-ce qu'il vaut mieux être pauvre dans la démocratie et que de l'être dans un autre système politique? Et quand bien même qu'on parlerait de la démocratie, on voit très bien que ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui en Occident, l'Occident est en train comment on appelle ça, de rejeter ses propres valeurs, les valeurs dans lesquelles
l'Occident s'est façonné. Alors, je n'entrerai pas dans les détails. On voit tout récemment, avec tout ce qui se passe dans le monde, les Occidentaux être incapables de protéger le droit international. Après les frappes américaines sur les 3 principales installations nucléaires iraniennes, Donald Trump s'est vanté d'une réussite militaire spectaculaire. Les dégâts sont monumentaux, a-t-il assuré. De son côté, l'Iran menace les États-Unis de représailles. Un conseiller d'Ali Khamenei a affirmé que les États-Unis devaient s'attendre à des conséquences irréparables. Bonjour Emmanuel Daoud. Bonjour. Merci d'être avec nous, de nous accorder quelques instants. On a reçu beaucoup de questions sur la légalité des frappes israéliennes et américaines. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit international. Et on peut même aller plus loin en se posant la question de savoir si les frappes américaines sont légitimes. Emmanuel Daoud, que dit le droit international ? Alors, le droit international dit la chose suivante, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Tout État a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée. Donc, comme vous le comprenez à la lecture de cet article, il faut faire l'objet d'une agression armée pour pouvoir répliquer. Et si l'on poursuit ce développement au regard du droit international, si je n'ai pas cette agression armée, je peux avoir le mandat du Conseil de sécurité. Dans l'un et l'autre cas, s'agissant d'Israël et s'agissant des États-Unis, il n'y a pas eu de délibération du Conseil de sécurité. Et la question se pose de savoir si l'Iran avait attaqué Israël ou avait attaqué les États-Unis. Alors commençons par Israël si vous le voulez bien. Allez-y. S'agissant d'Israël, on peut considérer que l'État israélien pouvait estimer, et c'est en tout cas ce qu'ont développé ses dirigeants, qu'il faisait l'objet d'une agression armée de la part de l'Iran pour les raisons suivantes. En raison du développement par ce dernier de son arsenal nucléaire. Oui, et Israël affirme que l'Iran était à quelques jours de se doter de l'arme nucléaire. Donc il fallait agir vite pour garantir la sécurité du pays. Exactement. L'État d'Israël a été très précis sur ce point en disant que l'Iran disposait de suffisamment d'uranium enrichi et était sur le point de produire des armes atomiques dès lors qu'il utilisait déjà des missiles balistiques et donc que l'Iran à n'importe quel moment aurait pu s'en servir à l'encontre d'Israël. Ce que les autorités israéliennes ont ajouté aussi, c'était la rhétorique génocidaire de l'Iran, notamment celle de son guide suprême Ali Khamenei, qui avait décrit le mois dernier Israël comme une tumeur cancéreuse qu'il menaçait d'éradiquer, sans parler les très nombreux actes hostiles de l'Iran contre Israël pendant de nombreuses années, et en particulier ces derniers mois. Bref, du côté israélien, ils ont invoqué un état de légitime défense, et d'ailleurs une quinzaine d'États membres, dont l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas et la République tchèque, on peut dire et estimer que l'État hébreu avait le droit de se défendre face à Téhéran. Pour autant, au regard du droit international, l'attaque iranienne contre Israël peut être contestée. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait démontrer que le pays ciblé avait la capacité et l'intention d'attaquer. Or, beaucoup de spécialistes ont fait savoir que Téhéran n'avait ni la capacité de tirer une arme nucléaire sur Israël au moment de l'attaque, ni l'intention prouvée de le faire, qui sont pourtant deux exigences cruciales pour une opération militaire anticipée. Ouais. Alors, je précise, Emmanuel Daoud, que l'argument avancé par Israël n'a pas été confirmé par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il nous reste 45 secondes, Emmanuel Daoud, concernant les frappes de la nuit de samedi à dimanche, les frappes américaines. Alors là, je serais beaucoup moins nuancé. Les États-Unis, de mon point de vue, ont violé le droit international. Ils n'ont pas été attaqués par l'Iran. Ils n'ont pas eu de mandat du Conseil de sécurité. Le président des États-Unis, M. Donald Trump, s'est même passé de l'avis du Congrès. On est là dans une décision unilatérale. Donc, même la démocratie, on voit bien qu'en Occident, ce qu'on appelle la démocratie occidentale, certains pays sont en guerre avec l'Union européenne, par exemple, pour ne citer que la Pologne et la Hongrie, qui sont membres de l'Union européenne, mais dans les pratiques politiques, je ne les juge pas, je dis juste que dans les pratiques politiques,
remettent en cause les valeurs dans lesquelles l'Europe a été façonnée jusque-là. Et quant au système international, il est en train de changer depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. On voit très bien que les puissances occidentales n'arrivent plus à défendre les valeurs, la morale qui jadis faisait le point fort de ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le bien-être des populations ne dépend pas selon qu'on soit dans une démocratie ou dans un autre système politique. Donc, pour revenir dans le cas du Congo, je vous disais que même ce qu'on appelle la dictature, ça ne suppose pas la pagaille qu'on voit au Congo. Pour ne vous citer que 2-3 exemples qu'on ne citera jamais assez, c'est la disparition de 14 000 milliards des comptes publics, alors même que c'est le président de la République lui-même qui avait informé la nation tout entière que le Congo avait atteint des économies à hauteur de 14 000 milliards venant des excédents budgétaires des années précédentes et des recettes de vente des matières premières et autres. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, le parent, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voulez que ce soit un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Je vous prends encore comme exemple le discours, une fois de plus, de Denis Sassou Nguesso lui-même, qui dit aux Congolais, tiens, pour payer les étudiants, on a besoin de 3 milliards, mais au final, dans la loi finance, on mettait 9 milliards, et sur beaucoup de chapitres comme ça, on gonflait les chiffres, on ne sait pas pourquoi. Mais, in fine, aucune sanction n'a été prise, personne n'a été démis de ses fonctions, aucune enquête, ni administrative, ni parlementaire, ni judiciaire, n'a été diligentée. Face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année, un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Dans un tel système, on n'est même plus dans ce qu'on qualifierait de dictature ou de tyrannie, on est carrément dans le gangstérisme. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Parce que le chef de gang, il n'a de compte à rendre à personne, donc ebonga ebongate toujours meilleur.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un tel contexte d'un pays où c'est la famille du président avec ses amis, quelques amis, qui ont pris otage tout le pays et qui font ce qu'ils veulent. Un dernier exemple, c'est cette histoire que je n'ai jamais digérée, que les Congolais ne peuvent pas digérer, de ce député Ibovi qui pose la question à Jean-Jacques Bouya, pourquoi vous avez pris l'argent pour goudronner 135 km de route dont on ne connaît même pas le nom, on ne sait même pas le tracé. C'est une route qui va d'où jusqu'où? Est-ce que dans une tyrannie, dans une dictature, si tant est que c'est le système politique, on peut, en tant que ministre, aller comme ça récupérer de l'argent au trésor public et après, il faut qu'on nous explique par quel mécanisme. Soi-disant pour goudronner une route, mais une route qui n'existe pas, et le ministre est toujours en fonction, on le voit toujours circuler partout, faire semblant qu'on va maintenant goudronner telle route, qu'on va maintenant construire telle infrastructure. Eh bien ça, c'est le gangstérisme. On a concédé le Premier ministre. Monsieur le ministre, si vous avez les ministres qui ont failli, mais demandez leur départ auprès du président de la République. 5 minutes, oui, monsieur le président, s'il vous plaît, je vous en prie, vous avez déjà dit, mais j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'espoir que le président, en parlant des accords avec le FMI, d'ici à ça, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire, sans gouvernement, sans un peu d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous vous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au bataillon qu'on gère dans les quartiers. Alors donc, soyons sérieux parce que nous devons, ici, le président a dit, il y a des grandes lignes, et son gouvernement le met maintenant en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Belgique du territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage, non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Et c'est la médiocratie. Dans un tel système de médiocrité, de pagaille, de pouvoir même pas clanique, mais de pouvoir familial, parce que si on parle des clans, des ethnies, il y a au nord, je vous ai toujours dit, comme au sud, à l'est comme à l'ouest, des populations qui souffrent. Il n'y a qu'à voir ce fameux fief du PCT, c'est-à-dire les quartiers nord de Brazzaville, c'est la désolation. Ça fait triste de voir que ces populations sont abandonnées à elles-mêmes. Quand on se rappelle aussi qu'en 1997, quand Sassou revient au pouvoir, il revient par coup d'État. Mais quelqu'un qui fait le coup d'État et qui n'a jamais, à aucun moment, demandé à un tailleur ou à un couturier de lui coudre une chemise et un costume de démocrate, quelqu'un qui n'a jamais essayé, ne serait-ce qu'essayer, de prendre les habits des démocrates, mais vous ne pouvez pas le changer parce que le comportement de Sassou, c'est inscrit dans son ADN. Donc, si vous voulez vraiment lui prendre le pouvoir, c'est à vous de dire par quel mécanisme. Mais ça ne sera jamais par une élection. Parce que Sassou n'organise des élections présidentielles, législatives, locales, que pour donner un habillage démocratique à son pouvoir fondé sur le gangstérisme. C'est quoi un dictateur? C'est un homme politique qui détient seul tous les pouvoirs dans son pays. Souvent, le dictateur a pris le pouvoir par la force, ou par des élections truquées, qu'il était sûr de gagner. Le dictateur est donc un dirigeant que le peuple n'a pas choisi librement. Sa présence à la tête d'un pays signifie qu'on est en dictature, et pas en démocratie. Comment des dictateurs peuvent-ils encore détenir le pouvoir? Primo, par leur volonté de le garder. Comme Jules César, dans la Rome antique, le dictateur avait pour mission de régler une crise en 6 mois.
quand Jules César fut nommé, il s'octroya un mandat de 10 ans, puis de dictateur à vie. Deuxièmement, par la peur qu'ils font régner. C'est très efficace, mais parfois, ça ne suffit pas à les protéger. Au printemps 2011, les manifestants tunisiens et égyptiens, au péril de leur vie, ont réussi à chasser les dictateurs de leur pays. Ces histoires aident à voir ce qu'est un dictateur. Une personne qui chérit le pouvoir au point de le voler, puis de ne plus vouloir le céder. C'est pourquoi il n'y a pas de bons dictateurs. Même si certains dictateurs disent pourtant agir dans l'intérêt du peuple, selon des convictions religieuses ou politiques. En réalité, ils se servent d'idées extrémistes comme prétexte pour réduire les libertés, dont celle de les critiquer. Dans le film Le Dictateur, Chaplin décrit les comportements ridicules des dictateurs Hitler et Mussolini. Il dit la nécessité de s'en moquer pour les dénoncer et le bonheur de vivre dans une démocratie. Et d'ailleurs, il ne le fait pas pour les Congolais. Il le fait pour la communauté internationale. Et ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Chaque prise de parole de Sassou, il s'adresse à deux catégories. Un, à la communauté internationale, pour lui donner des gages qu'au Congo, tout se passe bien, il y a la démocratie et autres. Deux, à la population, parce qu'il redoute un soulèvement populaire. Le reste, le système des partis politiques, les opposants qui ne font pas de l'opposition, ce n'est pas ça qui fera peur à Sassou. Rappelez-vous que à chaque élection, on a mis en place des dialogues, des concertations à Brazzaville, à Ouando, à Sibiti, à Dolizé. Mais à chaque fois, le résultat, ça a été quoi? Ça a été que l'un des partis politiques qui accompagnent, en tout cas les deux grands partis souvent qui accompagnent le PCT dans ces dialogues préélectoraux, dans cette communication préélectorale, les deux partis ont fini, notamment l'UPADS et Yuki, ont fini par condamner le comportement de Sassou et du PCT, qui n'ont pas qu'à leur tête, on signe un document que personne ne respecte au niveau du PCT. Sassou peut avoir 3% ou 8%, mais il se déclare vainqueur et en face, personne ne lui revendique le pouvoir. Mais vous savez ce que Staline disait en matière d'élection? Joseph Staline avait l'habitude de dire qu'en matière d'élection, le plus important, c'est qu'il organise et qu'il publie les résultats. Dès lors que c'est Sassou et son pouvoir qui organisent et qui publient les résultats, il n'y a pas un système de publication des bulletins de vote voix par voix, bureau de vote par bureau de vote, quand bien même que dans les accords c'est signé, mais dans la pratique on ne le fait pas. Donc on ne peut pas vérifier si le résultat est fondé, si le résultat est conforme à la volonté populaire. Dans un tel système, peu importe le candidat en face de Sassou, Sassou sait qu'il est perdant. D'ailleurs, je vous mets en parallèle les autres pays africains qui se préparent à l'élection présidentielle. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui doit aller vers une élection présidentielle bientôt aussi. On voit bien que Alassane Ouattara hésite à dire s'il est candidat ou pas, alors que le congrès de son parti vient d'avoir lieu, qu'il a été désigné par son parti comme étant le challenger, mais dans son discours, il a juste dit merci à ses militants en disant que j'ai entendu, mais je m'accorde le temps de réflexion. Mais pourquoi? Si Ouattara s'accorde le temps de réflexion, parce qu'il sait qu'en face, il y a des opposants, notamment Laurent Gbagbo, qui dit « s'il est candidat, je serai candidat ». Et il n'est pas possible, et il est hors de question, que lui use de stratégie pour écarter les éléphants de la course, pour être le seul éléphant et être sûr de gagner. Si Ouattara n'est pas candidat, je ne serai pas candidat. C'est-à-dire que Gbagbo est en train de dire, nous sommes d'une génération, on a fait ce qu'on a fait, maintenant il faut passer le témoin à une autre classe politique. Et que Ouattara doit l'accepter. Et je pense que la réflexion d'Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est de se dire, tiens, est-ce que j'y vais? Mais si j'y vais, comment les opposants vont mobiliser? Parce qu'il sait que les opposants ivoiriens ont les capacités de mobilisation des populations. Pas forcément pour aller
vers une guerre civile ou autre. Le but n'est pas là. Quand on dit qu'on mobilise ces militants, on mobilise la population, c'est d'abord pour faire pression sur le pouvoir et que le pouvoir revienne sur certaines décisions que la majorité de la population n'accepte pas. Un autre exemple, c'est le Sénégal de Macky Sall. Souvenez-vous, Macky Sall avait l'habitude de venir au Congo, visiter Sassou. Plusieurs fois dans ses interviews, Macky Sall a souvent dit « Je viens voir mon grand frère Denis Sassou Nguesso parce que, en la matière, c'est un expert. » Et moi-même, j'ai posé la question aux Sénégalais et à Macky Sall quand il dit « Sassou est un expert, mais c'est dans quoi ?» Sassou n'est pas un expert dans le développement économique, on le voit bien. Sassou n'est pas un expert dans la protection de son pays, on le voit bien. Mais par contre, il est un expert pour changer de constitution, faire des coups d'État, se maintenir au pouvoir, mettre en prison ses opposants, brutaliser sa population. Oui, c'est un exemple. Et on a bien vu que c'est ce que Macky Sall a essayé. Mais pourquoi je vous prends l'exemple du Sénégal? Mais parce qu'en face, on a eu un homme, Ousmane Sonko, qui a été déterminé à mettre fin au pouvoir de Macky Sall de façon démocratique en utilisant sa base électorale, mais aussi les populations sénégalaises. Et la société civile sénégalaise a compris le jeu de Macky Sall et a été tellement mobilisée que Macky Sall a compris que le rapport de force ne sera jamais en sa faveur. Il est allé même jusqu'à emprisonner Diomaye Faye et Ousmane Sonko, mais il n'avait pas d'autre choix que de les libérer. Et ces deux-là ont gagné dès le premier tour l'élection présidentielle au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal est plus pauvre que le Congo? Est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais mangent moins que les Congolais? Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal est en voie de disparition? Souvenez-vous, au Congo, nous avons toujours coutume de dire oui, mais ce qui a eu à Kokoka, mais Diomaye Faye et Ousmane Sonko, si mes souvenirs sont bons, ils n'étaient même pas députés, ils n'ont jamais été ministres dans leur vie. Leur vraie fonction, première fonction, président de la République et Premier ministre. Et pourtant, le Sénégal n'est pas en train de s'appauvrir au point de devenir le pays le plus pauvre d'Afrique. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez un État qui est là, qui est structuré. Peu importe le président qui viendra, l'État est là, les institutions sont là et les institutions sont au travail. Ce qui compte, c'est la vision. Et Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont une vision pour leur pays. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça, c'est un autre sujet. Mais à la base, ils savent où ils veulent aller. Et c'est ça qui est important. Or, aujourd'hui, dans le cas du Congo, quand on voit les forces en présence, on a du mal à savoir qui pourra revendiquer la victoire si Sassou refuse de céder le pouvoir. Et nous savons très bien qu'en 2026, il y aura toujours ces deux sujets. Un, c'est, comment on l'appelle, Pierre Ngolo qui nous dit, si nous ne maîtrisons pas l'enjeu, on n'ira pas aux élections. Nous ne ferons jamais les élections si nous ne sommes pas sûrs de gagner et de garder le pouvoir. Et deux, Firmin Ayessa, qui ne peut pas s'arrêter de menacer même ses adversaires politiques. Et tout récemment, nous avons eu l'exemple du ministre de la Communication, Thierry Mongala, qui menace en disant « Rappelez-vous de 1997 ». Mais attention, je voudrais quand même rappeler à tout le monde que lorsque vous écoutez Thierry Mongala parler de 1997, il fait preuve d'une malhonnêteté intellectuelle et politique. Parce que qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, là n'est pas le sujet. Mais en 1997 et le 5 juin, le président de la République s'appelle Pascal Lissouba. Point. Ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart,
inspiré par des films de série B sortis des studios américains. Il s'appelle Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions, tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souva. Et Sassou a pris les armes contre un pouvoir légitime. Et ça, il faut le reconnaître. Après, on ne demande pas aux gens d'aimer le président qui était là à l'époque. Mais reconnaître que le 5 juin 1997, le président s'appelait Pascal Elisouba, Denis Sassou Nguesso était un simple citoyen, et que Amani Toumani Touré, qui vient au Congo déjà quelques années avant, en 1994, si je ne me trompe pas, dit aux Congolais sur Télé Congo que j'ai rendu visite à Denis Sassou Nguesso. J'ai vu dans sa parcelle à Bila un arsenal militaire digne de quelqu'un qui prépare un coup d'État. 2 ou 3 ans avant, Amani Toumani Touré, je vois souvent le directeur de Télé Congo sur les réseaux sociaux, dites-lui de retrouver les bandes de cette époque-là, qu'il vous repasse le passage de Amani Toumani Touré, journal de 20 heures sur Télé Congo. Qu'est-ce qu'il dit de l'arsenal militaire qu'il trouve chez Sassou? Et il le dit. Un simple citoyen ne peut pas détenir des chars militaires chez lui, des canons anti-aériens chez lui et des bataillons de militaires comme si, en tout cas, il va faire un coup d'État. Et Toumani Touré précise que quand Denis Sassou Nguesso dit que c'est pour ma sécurité, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que moi-même, Toumani Touré, je suis un ancien chef d'état-major et ancien président de la République. Pour ma sécurité, je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis un général. Si j'ai l'armement que Sassou a, je fais un coup d'État. Donc, le 5 juin 1997, il n'y a pas 36 000 analyses politiques à faire. Denis Sassou Nguesso a déclenché une guerre civile en vue de conquérir le pouvoir par la force. C'est ce qu'il a fait. Une fois le pouvoir conquis, il faut donc maquiller ce pouvoir en démocratie en essayant d'organiser les élections pour lesquelles il sait très bien que personne ne viendra lui réclamer la victoire. La question de l'élection présidentielle aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui sera candidat, mais c'est surtout de savoir qui va réclamer le pouvoir à Sassou Nguesso si le peuple vote pour lui. Moi, je me souviens de ce que les Congolais disaient en 2021, que si les Congolais ont voté en masse le général Mokoko, c'était aussi parce que c'était un militaire général et il voulait mettre en face de Sassou un autre général de sorte que ce dernier soit capable de prendre le pouvoir et peut-être de donner une chance au Congo. Finalement, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. Mais les Congolais n'ont pas eu tort de faire ce choix-là. Et donc, en 2026, si on va vers une élection, quel est cet homme, quelle est cette femme qui aura le courage de Ousmane Sonko, qui aura le courage de certains leaders politiques qu'on a vus ailleurs. On vous parle au Bénin, par exemple, Patrice Talon. Si les gens ont suivi comment Patrice Talon est arrivé jusqu'à l'élection présidentielle et a gagné, sachez-le, Boni Yahi ne voulait pas partir facilement. Il y avait autour de Boni Yahi les gens qui l'ont excité pour lui dire on y va vers un 3e mandat. Boni Yahi a hésité, il a tergiversé. À un moment donné, entre les équipes de Patrice Talon et Patrice Talon lui-même, et Boni Yahi, le temps était monté. Au final, Boni Yahi a battu le candidat du pouvoir, plutôt Patrice Talon a battu le candidat de Boni Yahi et il s'est installé au pouvoir. Et puis là, il nous donne des signes comme quoi, après ces 2 mandats, il partira. Donc, ce n'est pas seulement une question de dire on va aller à l'élection, mais c'est aussi une question de rapport de force, de créer le rapport de force de sorte que l'on puisse dire, tiens, demain, si il se maintient au pouvoir, eh bien, j'ai le peuple avec moi, je vais quand même récupérer le pouvoir parce que c'est moi que le peuple a choisi. Mais le problème,
vous écoutez souvent des gens vous dire « Ah oui, mais les Congolais sont traumatisés. Ah oui, mais vous savez, ouf, on a vécu 1997, on ne veut plus revenir là-dessus. » Tous les peuples qui ont réagi comme ça se sont fait écraser. Un peuple qui dit que parce que quelques années avant, on a connu la guerre, donc aujourd'hui, on ne veut plus de la guerre. Celui qui veut la paix prépare la guerre. La phrase n'est pas de moi. C'est une phrase millénaire. À chaque fois qu'un peuple s'est montré docile, ce peuple-là a été écrasé. Allez regarder sur Internet, demandez les historiens. On a eu une civilisation brillante, gentille, qui a apporté à la Méditerranée beaucoup de choses, mais qui a oublié de se protéger en préparant la guerre. Cette civilisation, c'est Carthage. Et du jour au lendemain, les Romains, pensant que peut-être que cette brillante civilisation pouvait ou pourrait les attaquer un jour, parce qu'une civilisation rayonnante va certainement avoir des velléités expansionnistes. Et donc Scipion se lève le matin, lance ses soldats contre cette civilisation merveilleuse et détruit Carthage. Carthage a disparu comme ça. Donc sachez-le, de tout temps, depuis la préhistoire, tous les peuples qui ont oublié leur capacité de révolte, leur capacité d'indignation, de dire là c'est bon, ça suffit, ces peuples ont été écrasés, soit par les dictatures, soit par les tyrannies, ou même par l'extérieur. De tout temps, l'être humain doit penser à son bien-être, mais aussi à sa protection par tous les moyens, y compris l'usage, le bon usage de la force. 1914-1918, Première Guerre mondiale. Après, il faut reconstruire la paix et penser à la sécurité collective. On a créé la SDN. Mais sauf que, 20 ans après, 1939, eh ben, il faut repartir. Et les populations françaises et anglaises qui ont cru jouer à la paix avec Hitler, eh ben, ont échoué. Parce que, in fine, en essayant de céder un par un les exigences une par une d'Hitler, eh ben, on arrive à la dernière exigence impossible, eh ben, on est obligé d'aller vers la guerre. Donc, c'est une réflexion que nous devons avoir. De tout temps, il faut faire face aux enjeux. L'enjeu aujourd'hui, c'est chasser Sassou du pouvoir. Eh bien, quoi qu'il en coûte, il faut qu'il parte. Et quand un peuple arrive à ce niveau de raisonnement de dire, quoi qu'il en coûte, il doit partir, les pouvoirs respectent la population. Mais lorsqu'un peuple se couche, et c'est Thomas Sankara qui le dit, grand panafricaniste, lorsqu'un peuple renonce à se rebeller, à se révolter contre sa condition de misère et d'esclave, eh bien, ce n'est pas possible de s'apitoyer sur son sort. Et c'est pour cela que l'Occident et les autres ne s'apitoient pas sur notre sort. Parce que déjà nous-mêmes, en tant que Congolais, nous trouvons des excuses pour ne pas nous soulever contre le pouvoir en place qui pille, qui vole, et ce que la criminalité, ne serait-ce que financière, du pouvoir de Sassou est encore à démontrer. Je vous disais tout à l'heure, lorsque un député du PCT vous dit que le ministre a pris l'argent pour goudronner une route, il ne l'a pas fait. Lorsque vous avez des sociétés comme Averda qui prennent 2 milliards de francs CFA pour ramasser les poubelles et ne ramassent pas les poubelles, rien n'est fait. Lorsque vous avez une entreprise comme Océan du Nord qui devient Océan de la Mort et le PDG n'est pas inquiété, il n'y a aucune poursuite contre cette entreprise, le pouvoir, l'État ne fait rien contre cette entreprise, qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve pour montrer que ce pouvoir ne vaut pas la peine d'exister et de diriger un pays comme le Congo? On se retrouve pour que la situation de la Société nationale de l'énergie du Congo soit traitée à une question d'actualité, que ce soit une interpellation du gouvernement. Monsieur le Président, c'est très grave. Sauf s'il y a des gens, des agents cachés.
parce que la question d'actualité, c'est que c'est le député qui pose la question, il n'y a que lui qui a la réplique. Au fond, les questions orales au gouvernement, c'est tout le monde qui peut intervenir et porter sa condition pour trouver une solution de ce qui se passe au niveau de la Société nationale d'électricité. Parce que ce qui se passe maintenant au niveau de la société, je crois que c'est même contre même le président, il faut dire même contre le président. Il faut qu'on en parle. Il ne faut pas que ça soit de dire un député. La situation est très grave. Parce que, Monsieur le Président, quand vous regardez la situation de la Société nationale de l'énergie, c'est que vous avez les barrages qui produisent de l'électricité. Et vous aviez ceux qui sont chargés de faire le transport et la distribution et la commercialisation. Les barrages, donc, si une fois les barrages qui ont été construits par l'État au profit de la société, on les liquide. Donc, ça dit que les achetants vont maintenant vendre à la Société nationale d'électricité le courant. Ceux qui viennent prendre que la distribution et la commercialisation. Et à la fin, ils vont vendre ça à combien aux consommateurs? Jusqu'ici, la SCE, on vend à 48 francs. Il s'avère que la société qui vient de prendre va vendre à 130 francs. Monsieur le Président, cette société qu'on parle de la société nationale, c'est une filiale de la société de la Société nationale d'électricité du Sénégal. Que notre ministre signe avec une filiale. Et que nous venons aujourd'hui, ça a une question d'actualité, Monsieur le Président. Honorable Ibovi, le ministre vous entend, je crois qu'il va répondre à tout ça. Non, Monsieur le Président, on est sûr d'abord c'est le principe. Qu'un gouvernement a signé avec une filiale, même pas avec la société, parce que la société, la filiale de la Société nationale de la SNE. Monsieur le Président, où allons-nous? Mais lui qui a signé, il était directeur général de la SNE, pourquoi à cette époque-là il n'a pas vendu la SNE? Le ministre va répondre à tout ça. Mais non, mais Monsieur le Président, arrêtons. La société est grave. Sauf qu'ils ont des agents cachés. Après cette question d'actualité, nous aurons des questions orales. Mais non, mais allons carrément aux questions orales pour que chacun intervienne à cette motion par rapport aux éléments qui disposent. Parce que nous avons écouté les syndicalistes, nous avons écouté le gouvernement, et je suis très heureux d'avoir vu la démarche que le Premier ministre a entreprise en écoutant hier les syndicalistes. Bon, j'ai avec l'opinion, Monsieur le Président. Honorable Ibovi, je reçois les syndicalistes dans 2 jours. Ah oui, ça c'est aussi, vous savez le faire, merci de l'avance. Bien. Donc nous sommes l'émanation, on ne peut pas venir réduire cette affaire-là à une question d'actualité parce qu'elle est grave. On a compris, honorable. Le monsieur qui a acheté, il a pris 40 milliards à la BSK ici, au Congo même, il n'a rien apporté. C'est connu. D'accord. Parlons-en. C'est question de souveraineté. Quel est le Congolais qui pourra payer le mégawatt à 140, de passer de 40 à 138? Quel est ce Congolais, moyen? Honorable Ibovi, on vous a compris. Honorable Mbossa, vous a... Rosa Luxembourg nous enseignait quoi? Rosa Luxembourg nous disait, c'est quand on commence à bouger qu'on commence à ressentir ces chaînes. Les Congolais ont des chaînes psychologiques qui les empêchent de réagir. Mais il est très, très, très important de commencer à réfléchir, de commencer à bouger et de se dire, tiens, oui, on est enchaîné par ce qui s'est passé en 97, en 98, en 99, mais si nous voulons nous libérer, ça vaut le coup du sacrifice. Comment un peuple peut faire tomber un tyran? Il faut identifier les fondements du pouvoir politique, que ce soit sa légitimité, le soutien populaire ou le soutien institutionnel. Alors là, vous saurez de quoi dépend la dictature pour exister. Et comme les sources de ce pouvoir reposent sur la bonne volonté, la coopération, l'obéissance et l'aide du peuple et des institutions, alors la tâche devient très simple. Il ne reste plus qu'à mettre à mal ce soutien, cette légitimité, cette coopération et cette obéissance, et alors le régime sera affaibli. Si vous lui confisquez les sources de son pouvoir, alors il s'effondrera. En 1989, Jin se rend en Chine.
où les manifestations de la place Tiananmen battent leur plein. Là, il prend conscience de l'importance de s'organiser et d'avoir une stratégie. Lorsque je suis allé à Pékin, les manifestations de la place Tiananmen avaient atteint leur apogée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette agitation n'avait pas seulement lieu à Pékin. Apparemment, de telles manifestations se sont également produites dans 350 autres villes chinoises. Mais rien n'avait été planifié, rien n'avait été préparé. Il n'y avait aucune stratégie. Personne ne savait combien de temps il faudrait occuper la place, ni quand s'en retirer. Les étudiants n'avaient rien prévu. C'était l'improvisation la plus totale. Et comme on le sait aujourd'hui, plus tard, nombre de ces étudiants qui étaient venus manifester et crier leur colère ont péri sous les balles. Croire qu'il faut improviser et que c'est le meilleur moyen de parvenir à ses fins, c'est une idée absurde. C'est tout l'inverse. Quand on ne sait pas ce que l'on fait, alors on prend des risques énormes. L'atomisation, c'est quand un régime tente de prendre chaque individu de la société et d'en faire un élément isolé. C'est l'un des meilleurs moyens qu'ils ont trouvé pour garder le pouvoir. Ils cherchent à contrôler la population, faire en sorte que tous aient peur des autres, redoutent de s'exprimer et d'agir ensemble, qu'on ne puisse pas dire à ses voisins ni à sa famille ce que l'on pense vraiment. Quand on voit quelqu'un d'extérieur faire preuve de courage, alors soudain on devient nous. Il n'y a plus de « je ». Nous pouvons faire ce que moi seul je ne pouvais pas. Ces piliers soutiennent le gouvernement, tout comme mes doigts soutiennent ce livre. J'ai mis en place une stratégie visant à ébranler chacun de ces piliers, que ce soit la police, les institutions religieuses, les travailleurs, toutes les organisations. Quand ils s'affaiblissent et qu'ils finissent par céder, alors le gouvernement s'effondre. Sans ces piliers, il n'est rien. Dans l'idéal, nous ne voulons pas que ces piliers soient démolis, mais qu'ils se déplacent et se mettent à soutenir le mouvement démocratique. Si l'on veut que ces piliers changent de camp, alors il faut parvenir à convaincre les gens. Et c'est exactement ce que Otpor a fait. Nous allions dire aux policiers que nous étions tous victimes du même système. Il n'y a aucune raison que les victimes se fassent la guerre. Il y a des victimes en uniforme bleu et d'autres en jean. Mais ce conflit n'a pas lieu d'être. Ça a marché. Mais aussi ailleurs en Géorgie, en Ukraine et partout dans le monde. C'est ça la bonne méthode. C'est en convainquant ses alliés qu'on récupère ses piliers. On ne jette pas de pierre sur les policiers. On ne peut pas se débarrasser d'un régime gangster comme celui de Sassou sans penser qu'il y aura de la casse. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et je vous demande de vous pencher sur l'histoire américaine avec la guerre des indépendances et la guerre de sécession. Eh bien, c'est ça qui forge l'histoire nationale. Demain, les historiens raconteront les luttes que les populations ont menées, les héros, les martyrs des différentes révolutions. On ne peut pas s'arrêter en disant « non, on a connu ceci, Dieu fera ». Dieu ne fera pas. Même la population dont on vous parle de la Bible, aujourd'hui, si ce peuple a eu un État, c'est parce que ce peuple pose des actes concrets. Ce n'est pas Dieu qui descend du ciel pour leur donner, semble-t-il, la fameuse terre promise. Ce sont des conquêtes. Et les conquêtes, ce ne sont pas avec des prières, ce n'est pas avec de la faiblesse. Et d'ailleurs, si je vous dis tout ça, mais parce que en 2026, Sassou ne peut pas quitter le pouvoir. Et vous savez pourquoi? Sassou traîne dans ses bagages. Sassou n'est pas un voyageur sans bagages, pour paraphraser
le titre de la pièce de théâtre de Jean Anouilh que nous avons étudié en première au lycée. Sassou est un voyageur chargé. Son histoire est chargée. Chargé de quoi? Mais des crimes. Les disparus du beach. Le massacre du Pool. Pour ne prendre que ces deux exemples-là. Et par rapport à ces dossiers, comment voulez-vous qu'il quitte le pouvoir? Parce que Sassou bénéficie d'une assurance vie. Et cette assurance vie, c'est quoi? C'est la fonction présidentielle. Quand vous regardez bien, depuis quelques années, il ne voyage même plus en voyage privé. Sassou ne vient plus en France en voyage privé. Il ne va pas aux États-Unis en voyage privé parce qu'il sait qu'il prendrait des risques. Il ne voyage plus qu'avec son passeport diplomatique dans le cadre de ses fonctions présidentielles. Et donc, la présidence de la République, la fonction présidentielle, c'est son assurance vie. Le jour où il quitte le pouvoir, eh ben, il est livré à la justice internationale. Il n'aura pas de cachette. Il n'y a pas de terre d'asile pour lui. Où? Et à une époque où on est en train de poursuivre tout le monde pour des crimes. Poutine est poursuivi, à tort ou à raison, là, ce n'est pas le sujet, mais Poutine est poursuivi par la justice internationale. Benjamin Netanyahou est poursuivi par la justice internationale, mais à plus forte raison, Denis Sassou Nguesso. Peu importe là où il ira se cacher, la Cour internationale ira le chercher. Donc, rester président du Congo devient pour lui une assurance vie. Et rien que cet exemple, dites-moi, comment vous faites en 2026 pour gagner et lui convaincre de dire, bon, écoute, tu as gagné, maintenant, tu peux partir et nous allons te protéger. Mais peu importe celui qui arrivera au pouvoir au Congo, même si Sassou quitte, il ne va pas vivre à Oyo. Parce qu'aujourd'hui, la justice internationale est sur son dos. Même le gouvernement congolais qui arrivera n'aura pas de choix que de le livrer à la justice internationale. Et donc, Sassou est bien conscient de cela. Il a des conseillers occidentaux qui lui disent « ou tu restes là et tu es sauvé, ou tu quittes le pouvoir et tu seras en prison ». Et d'ailleurs, c'est le président de la Ligue des droits de l'homme qui l'affirme, hein, M. Patrick Baudouin, que les disparus du beach, le dossier n'est pas clos. Et d'ailleurs, sachez-le, les crimes humains, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est-à-dire, même après 30 ans, 40 ans, le jour où l'opportunité se présente, il sera jugé. Étant précisé, je termine sur cette présentation de procédure, qu'alors qu'au départ, la procédure était devant le tribunal judiciaire de Meaux, à compter de 2012, comme il y a eu création en France d'un pôle spécialisé dans la poursuite des crimes contre l'humanité, eh bien, c'est ce pôle spécialisé au tribunal judiciaire de Paris, qui dépend maintenant de ce qu'on appelle le PNAT, c'est-à-dire le parquet national antiterroriste, qui a poursuivi les investigations avec des magistrats spécialisés, à la différence de ce qui était le cas antérieurement, où c'était des juges d'instruction, on va dire, de droit commun, qui avaient pu investiguer. Donc, on a maintenant beaucoup plus de moyens, sachant que les poursuites, c'est pour crimes contre l'humanité, disparition forcée et crimes de torture. Donc, la procédure se poursuit depuis lors, et il y a eu notamment M. Dabira, qui a été entendu, placé, mis en examen, mais qui malheureusement est quand même retourné au Congo, où il a été, je crois, d'ailleurs poursuivi pour d'autres raisons devant la justice congolaise. Et puis, il y a 3 autres mises en examen. Et ce que nous essayons d'obtenir, c'est qu'à l'occasion du passage à Paris d'autres responsables, il y a toute une liste de responsables, je pense en particulier, il y en a un que nous aurions bien aimé voir déféré, mais qui a toujours réussi à partir rapidement quand il était sur le territoire français, qui est M. Pierre Aubat, qui était ministre de l'Intérieur. On n'a pas pu justement, pour l'instant, obtenir des mises en examen de certains d'entre eux. Et certains, au fil des années, malheureusement, décèdent. Donc, c'est pourquoi on essaye de presser les juges d'instruction pour avancer, mais leur tâche n'est pas facilitée par l'absence des personnes mises en examen ou susceptibles de l'être. Oui, maître, évidemment, vous avez dit il y a même des prévenus qui passent entre les mailles du filet. Une affaire qui dure plus de 20 ans aujourd'hui. Est-ce que on peut encore avoir un espoir, notamment pour les Congolais, de voir qu'un jour justice sera faite dans cette affaire,
que certains soupçonneraient évidemment, à tort ou à raison, de subir des pressions politiques. Parce qu'en dehors de celui qui passe, comme vous l'avez cité, entre les mailles du filet, on a connu un épisode où un général, notamment Jean-François Ndengue, qui avait été interpellé et qui avait été libéré nuitamment parce qu'il y aurait eu une pression politique quelque part. Oui, alors je confirme que ça ne pouvait être que sur pression politique, hein. Il avait été placé en détention sur mandat de dépôt le soir vers 11 heures à la prison de la Santé. Et dans la nuit même, à 2 heures du matin, la présidente de la Chambre de l'instruction a été tirée de son lit, littéralement, pour venir siéger au palais de justice à la demande du parquet, lequel parquet dépend des autorités politiques, hein, du ministère de la Justice, pour prendre une décision de mise en liberté immédiate. Donc là, il y a, comme on dit, pour schématiser, il n'y a pas photo. C'était une intervention politique. Aujourd'hui, il y a 2 motifs de difficulté, entre autres, il y en a d'autres. Le premier, c'est ce que j'expliquais, c'est que les juges d'instruction, je pense qu'aujourd'hui, au pôle crimes contre l'humanité, sont assez déterminés à poursuivre la procédure et à avancer s'ils le peuvent. Et la difficulté pour eux, c'est d'avoir la présence, je l'ai déjà indiqué, la présence sur le territoire français de quelques-uns des responsables de ce massacre qui peuvent être inculpés pour crimes contre l'humanité ou pour crimes de torture ou crimes de disparition forcée, et donc poursuivis et placés en main de justice, si on peut dire, ici sur le territoire français. Et à plusieurs reprises, avec mes amis congolais, et y compris avec les victimes que je défends, ou les familles de victimes, puis avec d'autres avocats, puisque par la suite, il y a eu d'autres constitutions de partie civile pour des victimes ou familles de victimes, nous essayons de voir s'il n'y a pas le passage sur le territoire français de telle ou telle de ces personnes et de le signaler tout de suite au juge d'instruction. Mais c'est une vraie difficulté. Elle n'est pas insoluble parce que on sait quand même que malgré tout, ces personnes qui aiment bien la France, qui aiment bien Paris, y compris les grands hôtels parisiens, viennent de temps en temps ici. La deuxième difficulté, vous l'avez rappelé, elle n'est pas niable, elle est évidente, elle est constante. C'est une difficulté politique. Et même si aujourd'hui, M. Sassou Nguesso n'est plus, je dirais, dans la même odeur de sainteté qu'il l'était il y a 20 ans vis-à-vis des autorités politiques françaises, il est encore un personnage quasi incontournable de ce qui reste de la France-Afrique. Et on a quand même vu que M. Macron, peut-être en se pinçant le nez, c'est sûr, mais a quand même jugé utile de faire une escale, certes rapide, mais une escale à Brazzaville lors de son dernier séjour en Afrique et de rencontrer M. Sassou Nguesso. Donc c'est vrai que il peut y avoir de la part du parquet en particulier de nouvelles interférences sur ordre politique. C'est moins vrai quand même aujourd'hui parce qu'on a ce pôle qui est assez indépendant, un parquet même au pôle qui est pas totalement, qui n'a pas totalement les mains libres, mais beaucoup plus que par le passé, et moins de poids politique en France de la part de M. Sassou Nguesso. Donc, pour répondre à votre question, moi je suis un avocat au long cours, je suis dans des procès, je suis dans l'affaire, j'ai eu l'occasion de le rappeler récemment, par exemple, de l'affaire de l'assassinat des moines de Tibérine, hein, qui est une très vieille affaire. Bon, je suis sans être avocat de très près, une très vieille affaire, la plus ancienne, qui est celle de l'enlèvement et de l'assassinat de Ben Barka. Ce sont des affaires qui sont toujours pendantes. Et c'est extrêmement important parce que de toute façon, au moins d'une manière symbolique, ça gêne beaucoup les responsables de ces massacres. Ils veulent que ces affaires-là soient enterrées. Et tout le combat, c'est d'éviter que ça soit enterré. Et si possible, il y ait quand même un jour un procès. Ça sera difficile, c'est loin d'être évidemment certain, mais ce n'est pas impossible. Et il faut continuer à se battre en ce sens. Vous avez dit il y a une liste des prévenus et que là, vous lancez d'ailleurs un appel de sorte que si jamais on pouvait les percevoir dans Paris ou en France, qu'ils soient signalés. Et nous savons également que la plupart d'entre eux aujourd'hui se déplacent avec plusieurs passeports, avec des identités différentes. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour les identifier malgré cette ruse? Ou bien c'est comme vous le dites là, il faut peut-être que les Congolais vivant en France, bien entendu,
collaborent, c'est-à-dire dès qu'ils les ont aperçus quelque part, très vite, qu'ils signalent leur présence sur le sol français. Là aussi, vous avez parfaitement raison de souligner cette difficulté objective. C'est que, évidemment, ils se méfient, ces gens qui viennent sur le territoire français, et ils utilisent des faux passeports. Alors, la police française, elle est quand même suffisamment compétente et armée pour déceler ce genre de subterfuge. Mais ça peut prendre un tout petit peu de temps. Autrement dit, c'est plus rapide, évidemment, de coincer quelqu'un qui vient avec son passeport et l'identité qui est la sienne, plutôt que quelqu'un qui fait usage d'une fausse identité. Mais d'où l'utilité, je l'ai demandé à plusieurs reprises, qu'on nous signale, nous avocats et moi en particulier, puisque j'ai le lien constant avec le pôle, qu'on nous signale quand même quand cette personne vient, parce qu'à Brazzaville, il y a quand même des gens qui savent quels sont les départs, quelles sont les allées et venues, et ici aussi, et d'ailleurs à 2 ou 3 reprises, on m'a dit voilà, il y a un tel qui est là, il est sous un faux passeport, mais il est là. Si je le signale tout de suite au juge d'instruction, on peut déceler, si vous voulez. Bon, mais c'est quand même une petite difficulté supplémentaire. De même, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que ces personnes viennent en disant mais on est de toute façon on vient à titre diplomatique, on doit bénéficier d'une immunité parce qu'on a telle ou telle qualité. Alors, ça aussi, c'est une difficulté. Mais on a une jurisprudence en France qui a existé, par exemple, à travers l'affaire d'un consul tunisien qui nous avait opposé cela il y a bien longtemps, et qui considère que c'est une immunité qui est une immunité qui ne peut pas être maintenue dès lors que l'on est sur le registre d'une accusation et d'une inculpation possible pour des crimes qui ne peuvent plus donner lieu à immunité, c'est-à-dire des crimes de masse, des crimes contre l'humanité, en s'inspirant du statut de la Cour pénale internationale, puisque dans le statut de cette Cour pénale internationale, il n'y a plus possibilité pour des gouvernants, et y compris pour des chefs d'État, d'opposer une quelconque immunité. C'est ce qui permet d'ailleurs de décerner un mandat d'arrêt actuellement au président Poutine, parce qu'il ne peut pas opposer une immunité de chef d'État, en particulier entre autres. Et cela serait aussi valable pour finalement Denis Sassou Nguesso, puisque tout à l'heure vous nous disiez que c'est quand même un des piliers de la France-Afrique et cela poserait problème. Et là, vous citez un exemple tout à fait récent, le président Poutine qui est aujourd'hui poursuivi par la CPI. Sous quelles conditions, par exemple, cela pourrait s'appliquer à Denis Sassou Nguesso? Parce qu'au Congo, si on parle des crimes contre l'humanité. Alors, je ne cache pas... si vous voulez, puisque là on est sur le terrain français, j'ai fait le parallèle avec la Cour pénale internationale. Avec la Cour pénale internationale, ça nous permet d'avoir un argument vis-à-vis, je dirais, de personnes dont on peut contester le droit à immunité, en quelque sorte, c'est-à-dire des ministres. Pour un chef d'État en exercice, au regard du droit français actuel tel qu'il est appliqué, malheureusement, on nous opposerait l'immunité du chef d'État, en l'espèce M. Sassou Nguesso. Donc il est vrai, il ne s'agit pas de raconter des histoires juridiques, de commettre des erreurs juridiques, que ce n'est pas possible aujourd'hui, au regard du droit français tel qu'il existe, de lever l'immunité d'un chef d'État étranger. C'est clair. Donc on ne peut pas. On l'avait visé dans la plainte, M. Sassou Nguesso. Pourquoi l'avait-on visé? On savait très bien déjà en 2001, et c'est toujours vrai malheureusement aujourd'hui, qu'il bénéficie d'une immunité. Parce qu'on a un espoir, c'est qu'il cesse d'être chef d'État. On a vu dans d'autres États, pas si lointains, en Afrique et ailleurs, des chefs d'État qui étaient installés de longue date, et qui ont fini, je pense au Soudan par exemple, ou d'autres contrées, qui finissent par être renversés. Donc ce jour-là, la personne qui était chef d'État perd évidemment son immunité. Donc il en est conscient. Il préfère mourir au pouvoir, quitte à être jugé par contumace, mais il n'est plus là, donc il ne se tape pas la honte, comme on dit, que de prendre le risque. Et d'ailleurs, ça justifie même le fait qu'il ne souhaite pas céder le pouvoir ni à son fils, ni à un neveu, ni à quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment son assurance vie. Et donc, ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas.
en disant on va aller à l'élection présidentielle en 2026 et on va battre le président Sassou Nguesso et on prendra le pouvoir, surtout s'il est un candidat unique de l'opposition. Alors, première chose, j'espère que vous ne comptez pas sur Tati Madiala. Tati Madiala ne sera jamais avec cette opposition en tant que candidat unique. En 2021, il n'est pas parti à l'élection présidentielle. En 2026, il n'ira non plus. Il ira si Sassou lui dit, écoute, il faut aller parce que j'ai besoin de toi. Mais sinon, il n'a aucun intérêt puisqu'il n'est même pas de l'opposition. Quand on voit les dernières images en date, on a l'impression d'être entre camarades du bureau politique ou du comité central du PCT. Donc, tous ces éléments mis bout à bout, avec les scandales économiques, Antoinette Sassou Nguesso qui est poursuivie pour des biens mal acquis, les enfants, les neveux, les fils, les filles, les nièces. Quand vous regardez tous ceux qui sont poursuivis autour de la famille Sassou, mais la justice internationale et les justices de la France, des États-Unis, de l'Espagne, du Portugal, toutes ces justices vont leur tomber dessus avec fracas. Ce n'est pas moins d'une cinquantaine ou d'une centaine de personnes de la famille Sassou et de son entourage qui vont se retrouver face aux tribunaux avec des risques d'emprisonnement. Comment voulez-vous que dans un tel contexte, ce pouvoir-là vous lâche le gâteau? Parce que ce n'est pas seulement le gâteau congolais, mais c'est aussi une question de vie ou de mort, parce que s'ils quittent les comptes, ils n'ont pas à les rendre seulement aux Congolais, mais à des dizaines de tribunaux internationaux. Donc, les enjeux pour la famille et les amis, les enjeux sont tels que coûte, ils vont se maintenir. Et la solution viendra d'où? Eh bien, la solution viendra de la seule catégorie que Sassou et son pouvoir redoutent. C'est le peuple congolais. Regardez quand Thierry Mungala menace, parce qu'il sait une révolte de la population, un soulèvement populaire, Sassou n'aura le soutien de personne. Ça fait bientôt 10 ans, je vous dis, c'est des simulacres que la France protège le pouvoir de Sassou. La France soutient peut-être Sassou pour des raisons de business parce qu'il est là, mais un soulèvement populaire, les militaires français ne viendront pas. C'est l'histoire de voir des militaires blancs tirer sur les militaires noirs en Afrique depuis que le Mali a mis les bases militaires françaises dehors, depuis que le Niger et le Burkina enferment leurs bases, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont en train de le faire, le Tchad vient de le faire, avec le développement de la communication des NTIG et autres, les images des militaires français en train de tirer sur des populations congolaises, gabonaises, ivoiriennes et autres, alors que dans le même temps, on crie au scandale en France lorsque les Russes tirent sur les Ukrainiens, les paradigmes internationaux ont changé. Et ça ne passera pas. Donc, si les Congolais se soulèvent contre le pouvoir de Sassou, ce qui va jouer, c'est le rapport de force population congolaise contre les militaires qui vont soutenir Sassou. Mais ces militaires-là, on aura leurs images et on va les traduire devant la justice internationale. Ça, nous avons des relais internationaux pour ça. Et même si ce n'est pas nous qui le faisons, mais aujourd'hui, vous avez des ONG qui sont très opérationnelles. Hissène Habré a été traduit devant un tribunal international au Sénégal parce qu'il y a eu des ONG, des associations de défense des droits humains qui ne lui ont pas laissé le choix. Et sachez-le, dans leur ligne de mire, il y a Denis Sassou Nguesso et tous ceux qui font le gangstérisme avec lui. Donc, sur ce sujet-là, le seul élément qui fait peur, la seule catégorie qui fait peur au pouvoir de Sassou, c'est la population congolaise et surtout le dynamisme de sa jeunesse. Une jeunesse qui est maltraitée, une jeunesse qui est laissée à l'abandon, une jeunesse qui n'a même plus d'éducation, qui se cherche, qui aujourd'hui se cherche. Et dans le même temps, le pouvoir s'enrichit de tout au Congo, des matières premières, des industries que nous avons, du commerce que nous avons.
Le Congo, c'est quand même un marché très important. La preuve, tout le monde nous envie notre environnement. Donc, ne vous trompez pas, 2026, ce n'est pas le focal de l'élection présidentielle qui intéresse. Est-ce que cette fois-ci, la population congolaise sera dans une dynamique de dire « maintenant, ça suffit, trop, c'est trop, enough is enough ». Et c'est ça le plus important pour nous. Quant aux primaires de l'opposition, dites-moi avec qui? Je ne suis pas sûr que ceux qui se qualifient d'opposition parlementaire ont la moindre envie d'aller faire une primaire avec ceux qu'ils qualifient, eux, d'opposition radicale. Je ne pense pas. Quand bien même qu'il y aurait un candidat unique de l'opposition, comme je vous l'ai dit, comme je vous ai expliqué, les rapports de force, les enjeux et puis les pressions sur la famille Sassou en termes de justice internationale sont tels qu'ils préféreraient mourir au pouvoir que de donner de façon démocratique le pouvoir à un autre. Ce n'est jamais le but d'un dictateur. Quand un dictateur arrive au pouvoir, ce n'est pas pour vous céder le pouvoir comme ça. Tout le monde n'est pas Jory Rawlings pour avoir cette réflexion et cette démarche. Ne nous trompons pas. Donc, notre combat reste cette révolution du fleuve à laquelle le CRC vous invite. Et vous voyez bien que depuis des années, notre réflexion n'a pas varié d'un iota parce que nous savons, nous avons séquencé l'ADN politique de Denis Sassou Nguesso et très vite nous avons dit qu'il ne partira jamais de lui-même. Si vous voulez qu'il parte, il faut donc le pousser dehors. Il faut l'aider à partir. Et ça, il n'y a qu'une personne qui peut le faire, c'est le peuple. Parce que c'est le souverain primaire, c'est lui qui peut reprendre l'enjeu et mettre en place les institutions qui seront, mais vraiment, au service de la population congolaise. Le deuxième sujet que je voulais partager avec vous, ce sont les accords qu'on vient de voir à la télé, à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, entre la RDC et le Rwanda pour mettre fin à la guerre. Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction la RDC, la République démocratique du Congo. Voici Goma, principale ville de l'est du pays. On distingue le mont Goma qui surplombe la ville et le lac Kivu, une région connue, on y reviendra, pour ses réserves en minerais. Cette province du Nord Kivu, elle fait l'objet d'un conflit, peu traité par les médias depuis plus de 30 ans, entre la RDC et le Rwanda. Mais ces derniers jours, on en parle davantage, car la ville de Goma et au-delà, la province du Nord Kivu, est en train de passer sous le contrôle d'un groupe rebelle, dit M23, que beaucoup d'experts présentent comme un proxy du Rwanda. L'occasion pour nous de vous expliquer une région et un conflit que l'on connaît mal et qui suppose de s'intéresser à la géographie de la RDC, aux ressources du Kivu et à l'histoire du génocide rwandais. Sortons nos cartes. La RDC, deuxième plus grand pays d'Afrique. Ce vaste territoire est difficile à contrôler par le pouvoir central. En effet, la capitale, Kinshasa, qui compte plus de 17 millions d'habitants sur les rives du fleuve Congo, est excentrée à l'ouest. Et la plupart des grandes villes, dont Goma, sont situées, elles, à des centaines de kilomètres à l'est et sont inaccessibles car le réseau routier est indigent. La RDC qui dispose d'innombrables ressources minières, on l'a dit. Regardez par exemple les mines d'étain qui se déploient dans tout l'est du pays et les mines d'or du Kivu à l'Ituri, tout au nord. Le Kivu possède aussi des réserves de coltan. Il sert entre autres à la fabrication de nos téléphones portables. Plus de la moitié des réserves mondiales sont ici. Alors intéressons-nous maintenant au Rwanda. Il aurait armé des combattants pour contrôler et exploiter ces mines, notamment les fameux rebelles du M23. Résultat, Kigali engrange les recettes d'exportation du précieux minerai de son voisin. Le Rwanda, qui pour justifier son soutien aux rebelles du M23 et sa présence sur le sol congolais, fait valoir des arguments sécuritaires datant du génocide rwandais. Je n'ai pas 36 000 choses à dire à ce sujet, mais j'ai été quand même étonné de voir comment ces accords ont eu lieu. Déjà, les accords ont lieu aux États-Unis et non pas en Afrique, dans le bureau ovale et non pas au siège de l'Union africaine ou encore des organisations sous-régionales. Premier élément, Donald Trump, tout comme son vice-président, et
Marco Rubio, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, tous n'ont jamais mis les pieds à Kinshasa. Ils ne connaissent pas la RDC. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand le Divivance dit qu'on me parle souvent de la RDC, je ne sais pas qui lui parle de la RDC, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, c'est une réalité qui les échappe. Ce qui les intéresse, c'est la diplomatie économique, c'est la diplomatie des matières premières critiques et stratégiques, et tout ça sous fond de brutalité et de menace. Eh bien, cet accord me rappelle le comportement des Occidentaux pendant la conférence de Berlin. C'est-à-dire qu'à des milliers de kilomètres de l'Afrique, les gens se retrouvent dans une pièce, font une conférence, appelée historiquement la conférence de Berlin, se partagent comme ça des lopins de terre africains, et si vous demandez aux historiens, une fois qu'on a fini la conférence de Berlin, que les gens que les conquêtes coloniales ont continué sur le terrain, ils se rendent compte que les réalités qu'ils croyaient connaître sur le terrain, c'était différent parce que ces conquêtes se sont heurtées à des luttes des populations locales refusant la pénétration coloniale des puissances occidentales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez à la va-vite, paf, Donald Trump menace et puis tout le monde se retrouve et boum, on signe les accords parce qu'on sait que Donald Trump est imprévisible. Mais ces accords n'intègrent pas le M23. Le M23 occupe toujours une bonne partie de l'Est de la RDC, notamment le Nord Kivu et une partie du Sud Kivu. Plus dramatique encore, alors que le Rwanda agresse la RDC, surtout pour prendre ses matières premières critiques et stratégiques, on apprend que dans l'accord, la RDC va fournir les matières premières. Donc, la RDC reste le lieu d'extraction de matières premières qui vous seront transportées au Rwanda. Et c'est au Rwanda qu'on va implanter les usines de transformation avant d'exporter dans les autres pays. Mais dites-moi, moi j'ai l'impression que cet accord a été écrit par Kagame. Parce qu'au final, on donne publiquement et dans un accord au Rwanda ce que le Rwanda faisait hier en catimini. Puisque aujourd'hui, quand vous demandez aux économistes, sans en être un spécialiste, la révolution industrielle arrive pourquoi? C'est parce que la grande industrie va supplanter la manufacture. La manufacture qui commençait déjà à supplanter toute la théorie physiocrate de l'économie, c'est-à-dire la conquête des terres, des vastes étendues de terres vous donne accès aux matières premières de sol et du sous-sol, source de l'économie. Mais sauf que lorsque l'industrie arrive, on voit bien que ce sont les pays dits industrialisés, donc développés, puisque le modèle de développement économique, c'est l'industrie, qui crée beaucoup d'emplois, changement de paradigme de la question sociale. On n'est plus dans une économie de subsistance, dans une agriculture de subsistance, dans la production familiale de subsistance. On passe avec le changement de la question sociale au salariat. Et donc, les pays qui ont des industries, ce sont ces pays-là qui tirent plus de bénéfices que les pays qui ont seulement des industries d'extraction de matières premières. Je vous prends un exemple qui nous parle à tous. Vous prenez l'Iran, le Nigeria et le Venezuela. Qu'est-ce que ces pays ont en commun? Ces pays, c'est des grands producteurs de l'or noir, du pétrole. Mais paradoxalement, ces pays n'ont pas de raffinerie. Ce qui fait que ces pays produisent du pétrole, un pétrole qui est exporté vers les pays occidentaux, qui détiennent, eux, les raffineries, et à la fin, ces pays qui raffinent le pétrole renvoient dans des pays de production du pétrole, du pétrole lampant dans le cas de l'Afrique, surtout du carburant, des licences, du gasoil et autres, mais qui coûte beaucoup plus cher que ce que ces pays-là vendent comme pétrole brut. Ce qui fait que ce sont des entreprises comme Total, BP, Eni, qui font plus de bénéfices que les pays qui produisent l'or noir. Et on appelle ça abusivement l'or noir qui n'enrichit pas les pays producteurs. Dès lors que vous installez les usines au Rwanda, c'est le Rwanda qui gagne la plus-value
dans cet accord. Or, la matière première appartient à la RDC. Et pourquoi les usines ne seraient pas en RDC? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse installer les usines de transformation au Rwanda? Sachant que depuis 30 ans, c'est ce que le Rwanda voulait, c'est-à-dire obtenir le partage des richesses de la RDC. Ça renvoie à un changement de paradigme international tel que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ce que moi, en tant qu'État souverain, État indépendant, je détiens, mais ce qui compte, quelle est la force de mon voisin, la capacité de nuisance de mon voisin pour me piquer même officiellement ce qui m'appartient. Et quand nous avons à la tête de la plus grande puissance mondiale quelqu'un comme Trump qui est imprévisible, quand on voit ce qui s'est passé en Iran, ce qui se passe avec les taxes qu'il met comme ça et la manière dont il vient de traiter la résolution de la guerre à la RDC, tant mieux, tout le monde applaudit ce traité, c'est bien. C'est pas moi qui dirais que signer ce traité pour mettre fin à la guerre serait une mauvaise chose. Mais attention, les difficultés vont apparaître dans l'application, c'est-à-dire concrètement sur le terrain, comment ça va se passer. Personne ne parle des victimes. Comment on prend en charge les victimes? Est-ce qu'on met en place une justice transitionnelle, c'est-à-dire rapidement, il faut reconnaître le statut de victime aux personnes à l'est de la RDC, les femmes violées, les enfants orphelins, les personnes qui ont disparu, qu'on ne retrouve pas, et comment ces matières premières qu'on va extraire à l'est va permettre le progrès. Je n'aime pas trop parler du développement parce que le développement, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une catégorie forcément du développement des sociétés, mais le progrès, le bien-être des populations, une éducation pour les enfants, l'éducation nationale, les infrastructures, notamment les infrastructures de santé, comment ces richesses qui vont sortir à l'est de la RDC vont permettre quand même le bien-être des populations qui y vivent et permettre de réparer les populations qui ont été victimes. Vous savez, quand on parle des morts, je vous le dis souvent dans mes interventions, en dehors des morts, vous avez ceux qui ont été victimes des balles, des agressions, qui ne sont pas morts, mais qui gardent des traumatismes et des séquelles à vie. C'est-à-dire des gens qui ne pourront pas vivre normalement, sinon qu'il faut qu'ils soient pris en charge par des psychologues, par des psychiatres, par des équipes de travailleurs sociaux. Ceux-là qui s'occupent d'eux. Et est-ce que ça a été pris en compte dans cet accord? En tout cas, quand on signe de tels accords, il faut aller sur le terrain, voir les victimes. Je vous rappelle qu'à la fin, quand l'Allemagne capitule et que le général Eisenhower, je crois si je ne me trompe pas, est informé des camps de concentration, et quand il entre dans les camps de concentration en Pologne, il est tellement scandalisé, il est tellement traumatisé, il a dit, il faut que les Allemands voient ça eux-mêmes, pour qu'ils ne disent pas que c'est un fantasme. Et les généraux américains ont fait déplacer les populations allemandes dans les camps de concentration, et là, c'était le choc. Est-ce que demain, les militaires, les populations rwandaises iront à l'est de la RDC rencontrer des victimes, ne serait-ce que pour qu'ils échangent avec les victimes et se rendent compte qu'est-ce que l'armée rwandaise a fait à l'est de la RDC? Donald Trump le dit lui-même, ça a été des massacres effroyables. Mais Donald Trump oublie qu'il y a 4 ans en arrière, si on enlève le mandat de Biden, c'était lui qui était le président américain et les gens mouraient à l'est de la RDC. Donc, il vient aujourd'hui, il trouve un accord à la va-vite. Oui, maintenant, attendons de voir comment ça sera appliqué. Mais déjà, il y a un hic. C'est le fait que les industries de transformation, qui sont plutôt plus créatrices d'emplois que les industries extractives, vont être installées au Rwanda, apportant au trésor public rwandais beaucoup de capitaux qui vont manquer à la RDC. Et ça, c'est déjà, moi j'appellerais ça un accord dolosif. C'est un accord des dupes. Maintenant, on verra à l'avenir comment ça va se passer. Autre préoccupation par rapport à cet accord. Le mandat présidentiel aux États-Unis, ça dure 4 ans. Dans 4 ans, Trump n'est plus là. Dans 4 ans, un président arrive, il a d'autres préoccupations que ce qui se passe à l'est de la RDC. Quid de cet accord?
sachant qu'il y a une particularité aux États-Unis, et Trump l'a démontré, quand il arrive, il met fin à tous les accords que Biden avait signés. Et même Obama avait signé. Déjà dès son premier mandat, il sort de l'accord de Paris, il sort de l'accord du nucléaire avec l'Iran, et ainsi de suite. Là, il est revenu, il sort, Biden avait remis les États-Unis à l'UNESCO, il sort de l'UNESCO, il sort de l'OMS, il sort de tout un tas d'accords. Alors, demain, quelle est la garantie que le président américain qui viendra va continuer cet accord-là, si tant est que les conflits, les guerres n'ont pas cessé, s'il y a toujours mort d'homme et si on n'a toujours pas réglé de façon concrète les choses sur le terrain. Donc, ce sont là des questions, je pense, que beaucoup de populations partagent dans les rues de Kinshasa et un peu partout en RDC. Il y a une vigilance qui s'impose dans l'application concrète sur le terrain de ces accords. Voilà, chers compatriotes, ce que je comptais échanger avec vous dans le cadre de notre chronique de ce jour. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis, abonnez-vous sur la chaîne R7 pour ne pas manquer nos futures chroniques. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous, de lire vos commentaires et puis de répondre à vos questionnements dans les commentaires. Passez vraiment des bons moments en famille, avec vos amis. Soyez toujours confiants. Pensez toujours que l'avenir peut être meilleur, mais il faut qu'on en soit acteur. C'est à nous de déterminer qu'est-ce que nous voulons et comment nous voulons y arriver. Il ne faut pas laisser à d'autres, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde, en tout cas, où si vous ne montrez pas vos crocs, vous serez croqué à la place. Le but n'est pas d'aller se battre avec tout le monde, mais le but, c'est quand même de dire aujourd'hui, dans un tel monde, est-ce que le pouvoir que nous avons nous protège? Nous protéger, c'est quoi? Ne serait-ce que donner une bonne éducation pour nos enfants, avoir de l'emploi pour la population active, avoir des structures de santé, avoir le nécessaire vital. Il n'y a pas de modèle excellent pour se prétendre la fin de l'histoire. Il n'y a pas de modèle médiocre qu'on devrait faire disparaître de la surface de la Terre. Il faut juste avoir des dirigeants justes, humanistes, qui pensent à tout le monde, qui pensent au peuple. Quand Denis Sassou Nguesso boit du champagne et porte une montre Rolex avec un costume à 10 000 €, est-ce que le bas peuple a au moins son bol de riz, sa soupe de Moseka ou de Makwala et son t-shirt Hulot pour ne pas être nu? C'est ça le raisonnement politique. Et quand vous n'avez pas de chef d'État avec ce raisonnement qui s'occupe de parce que trop narcissique, ces chefs d'État ne méritent pas de vous diriger et vous avez tout à fait raison de vous soulever et de les bouter dehors. Donc, gardez toujours cela en tête parce qu'il y va de notre avenir. Bien de choses à vous et je vous dis à bientôt pour notre prochaine chronique.